Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le Grand Magal de Touba, le plus grand événement religieux du Sénégal. Chaque année, des millions de fidèles se rendent dans le centre-ouest du pays en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride et héros de la résistance anticolonialiste du pays. L'épidémie de Mpox qui se répand en Afrique avec ce nouveau variant. Un premier cas vient d'être confirmé au Gabon, alors qu'au Burundi, le virus a déjà infecté 171 personnes, d'après le ministère de la Santé. Et à moins d'une semaine des Jeux paralympiques de Paris, nous vous embarquons auprès des athlètes tunisiens dans un pays qui développe le handisport depuis une vingtaine d'années. Reportage de nos correspondants à suivre. Et on ouvre ce journal par l'événement religieux le plus important du Sénégal, le Grand Magal de Touba. Chaque année, ils sont des millions de fidèles à se rendre à Touba, dans le centre-ouest du pays, en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride et héros de la résistance anticolonialiste au Sénégal. Plus de détails avec notre correspondant Eliman Dao. La grande mosquée de Touba, lieu de toutes les convergences en ce jour de Grand Magal de Touba, mosquée pris d'assaut par les fidèles mourides, la communauté à l'origine de cette célébration, journée de prière, d'adoration et de recueillement dans les différents mausolées des différents khalifes des mourides, journée célébrée avec beaucoup d'enthousiasme chez les fidèles. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux qu'on a croisé à proximité de la grande mosquée de Touba. Chaque année, on va venir au Touba pour faire le grand Magal, pour avoir beaucoup de bonheur. Jërëjëf borom Touba. Jërëjëf borom Touba. Jërëjëf borom Touba. Jërëjëf borom Touba. Le Grand Magal va se poursuivre ce samedi avec la traditionnelle cérémonie officielle de l'événement, marquée comme à l'accoutumée par le grand oral du khalife général des Mourides sur l'état de la communauté, mais aussi sur la situation du pays. Allez, on reste au Sénégal et à quelques kilomètres de Touba pour vous emmener sur une petite île, Joal Fadiouth, célèbre entre autres pour être la terre natale du président Senghor, mais aussi pour son célèbre cimetière mixte où sont enterrés les habitants de l'île, musulmans et catholiques. C'est un exemple de la cohésion des religions et du vivre ensemble au Sénégal. Alma Missani. Sur cette petite île au sud-est de la capitale sénégalaise, la paix religieuse règne. Joal Fadiouth abrite un célèbre cimetière mixte, l'un des rares du pays. Que l'on soit chrétien ou musulman, ici, tous se côtoient, de la vie à la mort. La partie où vous voyez, là où il y a les croix, donc c'est les catholiques, et là il y a les pancartes et les mausolées, donc ça c'est la partie musulmane. Donc pour dire qu'il n'y a pas de distinguo entre chrétiens et musulmans. Cette harmonie, on la retrouve dans la famille Nour de confession catholique depuis des générations. Jean-Pierre et Moustapha sont frères. Le second s'est converti à l'islam il y a plus de 40 ans. Ce sujet, loin de les diviser, les réunit davantage. Deux fois, je lui ai dit, tu es parti en voyage, il est temps de revenir, de retourner dans ta religion d'origine. Vice-versa, on se taquine. Ici, j'ai trouvé une famille, un village qui a vécu longtemps dans ce dialogue, cette coexistence pacifique, parce que nous étions parents, frères, sœurs, cousins, avant l'arrivée de ces religions, avant l'arrivée de la colonisation. Église et mosquée se côtoient dans cette localité de 8000 habitants. Et pour l'imam du village, les fêtes religieuses à Joal sont un grand moment de communion. Par exemple, lors de la fête de la Tabaski, il est difficile de savoir qui est musulman et qui ne l'est pas. Nous partageons toutes les fêtes et préparons les repas ensemble. Pendant les fêtes chrétiennes, nous faisons la même chose. Pays laïque de par sa constitution, le Sénégal compte près de 94% de musulmans. Les 6% restants sont partagés entre le christianisme et les autres religions. On passe à l'épidémie de Mpox, anciennement dénommée la variole du singe. Un premier cas a été détecté au Gabon, c'est le nouveau variant. Un voyageur de retour d'Ouganda, et selon les autorités, le patient serait en bon état général, mais il est pris en charge et mis à l'isolement
Le pays reste néanmoins en état d'alerte. Et au Burundi, le virus a déjà infecté 171 personnes. La semaine dernière, les autorités dénombraient que 3 cas fin juillet, une augmentation qui mobilise les autorités de santé qui font face à un défi logistique. Écoutez. Vraiment, c'est un défi qui est là. Le fait que le diagnostic est centralisé, ça retarde le diagnostic parce que tout le monde dans le pays appelle. Nous avons des cas suspects. Le temps que ça prend un peu de temps pour que les équipes du niveau central puissent aller partout et faire les prélèvements. La saison des pluies a été particulièrement brutale cette année au Niger et a endommagé plusieurs infrastructures importantes du pays, dont certaines portions de routes principales, des maisons ont été détruites, ainsi que le commerce du fait du glissement de terrain. Et l'un des principaux problèmes engendrés par ces fortes pluies, c'est l'approvisionnement d'essence fortement ralenti vers la capitale Niamey. À Niamey, justement, la rareté de l'essence se fait ressentir et l'économie a déjà ralenti. On écoute des automobilistes. Dans la matinée, je suis venu ici, je n'ai pas trouvé essence. Ça fait 4 stations que je n'ai pas trouvé. Si nous sommes dans les pénuries aujourd'hui et demain, c'est fini, ça va finir. Presque toutes les stations qui ont des carburants, presque ils vont finir. Vraiment, c'est fatigant. Cela a beaucoup affecté notre travail. Il faut attendre dans la queue. Mais quand vous êtes chauffeur de taxi, vous ne pouvez pas vous permettre de stagner. La plupart d'entre nous gagnons à peine de quoi vivre. Cette pénurie d'essence nous bloque vraiment. Au Burkina Faso, où le régime militaire abuse du décret de mobilisation générale pour punir les magistrats, dont 7 ont été réquisitionnés dans la lutte anti-djihadiste, une méthode que dénonce Human Rights Watch. Après 30 ans de conflit, la Somalie se retrouve avec plus d'1 million de mines et de munitions non explosées justement à travers le pays. De plus, le pays se retrouve menacé par des terroristes qui utilisent des bombes pour semer la panique. Pour y faire face, l'équipe de déminage à Mogadiscio s'entraîne sans relâche. Clémence Valère. Pour cette équipe de démineurs, c'est jour d'entraînement. Les officiers s'exercent à désamorcer des bombes et des voitures piégées aux abords de Mogadiscio. Aux commandes, Mohamed Ahmed, officier de l'unité. Il a participé à de nombreuses opérations. Nous avons peur et savons que nous risquons nos vies. Mais nous travaillons soigneusement ensemble et nous considérons que nous protégeons la vie de nos concitoyens. Vous ressentirez toujours un grand risque pour votre vie. Après 30 ans de guerre civile, la Somalie se retrouve avec environ 1 million de mines et de munitions non explosées sur son territoire. Selon le service de lutte contre les mines des Nations Unies, plus de 1700 personnes auraient été tuées ou blessées par ces engins. Lorsque vous envoyez des policiers, vous ne pouvez pas savoir si la mine va exploser ou non. Vous ne savez pas si les policiers vont échouer et mourir ou s'ils reviendront sains et saufs. Pour détecter les explosifs, la brigade entraîne aussi des chiens renifleurs. Nous ne nous soucions pas de ce que les gens disent à propos des chiens. Notre objectif est de sauver les Somaliens en anticipant les explosions à l'aide de chiens. Ils empêchent des explosions qui tueraient des milliers de Somaliens et ils ont donc des avantages. Les attentats à la bombe sont réguliers en Somalie avec des insurgés liés au groupe Al-Qaïda qui combattent le gouvernement depuis 2007. Leur dernière attaque, le 3 août dernier, a fait une quarantaine de morts et plus de 70 blessés dans la capitale. Le système hospitalier sud-africain continue à souffrir d'un piratage de données qui paralyse depuis 3 mois les laboratoires d'analyse du pays. Plusieurs millions de données ont été volées par des hackers qui continuent à demander une rançon pour débloquer les ordinateurs du ministère de la Santé. Les explications de notre correspondante Caroline Dumais. Depuis la mi-juin, les médecins sud-africains n'ont plus accès à l'historique des résultats d'analyse de leurs patients. Le système informatique du NHLS, qui est l'organe qui centralise toutes les données de laboratoire, a été piraté.
Blacksuit, une société russe, a revendiqué l'attaque et le vol de données et a réclamé une rançon. Blacksuit, qui est une société très connue dans le reste du monde pour exercer ce type d'activité criminelle. Mais dans le cas du système de santé sud-africain, il semble qu'il n'y ait pas eu de rançon de payer. Et les pirates, d'ailleurs, sur leur site, menacent les Sud-Africains d'exposer les données confidentielles des patients. C'est ce que nous explique ce spécialiste en cybersécurité. Dans le cas du NHLS, vous pouvez voir que la date limite a expiré. Et il y a maintenant un lien qui permet à qui le souhaite de télécharger tous les dossiers. Les Sud-Africains ont perdu plusieurs térabytes de données, mais ils ont progressivement reconstruit un système parallèle leur permettant d'avoir des laboratoires opérationnels. Selon les experts, le piratage de données affecte 75% des pays dans le monde. On suit régulièrement entre 35 et 45 gangs tous les ans. On a recensé 4500 victimes qui ont officiellement déclaré avoir été rançonnées en 2023. Ça représente 77% d'augmentation, ce qui signifie qu'il y a 2 fois plus de victimes que l'an dernier. Les sociétés comme Blacksuit changent souvent de nom et de structure. La plus haute rançon jamais payée a été de 75 millions d'euros, une activité criminelle qui rapporterait aux hackers tous les ans plus d'1 milliard d'euros. Ils sont 30 athlètes tunisiens qui vont participer aux Jeux paralympiques de Paris, 13 femmes et 17 hommes dans 4 disciplines. La majorité s'est spécialisée dans l'athlétisme dans un pays où le handisport se développe depuis une vingtaine d'années, malgré parfois le manque de reconnaissance ou de médiatisation. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tili sont allés à la rencontre des para-athlètes lors de leur dernier entraînement avant Paris. Sous une chaleur caniculaire, les athlètes de la course en fauteuil roulant vérifient les derniers détails avant les Paralympiques de Paris. Parmi eux, la star, Walid Ktila, 5 fois médaillé d'or et champion du monde, mais aussi de nouveaux arrivants comme Mohamed Nizar Khilfi, atteint d'une lésion à la moelle épinière. Il s'entraîne depuis une dizaine d'années pour le 400 mètres. Je suis stressé, mais en même temps, j'essaie de laisser le stress de côté. Je veux vraiment me focaliser sur ces Jeux. Nous sommes une équipe très soudée. On se soutient et on rit beaucoup ensemble. Donc ça me permet d'évacuer toute la pression. En Tunisie, comme dans d'autres pays, malgré les nombreuses médailles ramenées par les para-athlètes, le handisport n'est pas toujours suffisamment mis en avant. Je rencontre souvent des gens de milieux éduqués ou ayant des postes importants qui rabaissent notre sport en disant que c'est facile, alors que c'est tout le contraire. Leur coach doit entraîner de futurs champions tout en pensant au coût de chaque discipline. Le matériel pour certains sports est très coûteux. Pour certaines pratiques comme la course, il faut des prothèses, que l'on ne peut pas développer ici parce que c'est trop cher. Je n'y pense même pas, c'est inaccessible. Idem pour la course en fauteuil roulant. Le fauteuil coûte au minimum 5 000 €. Ce n'est pas facile pour nous. Un manque de moyens qui ne décourage pas les athlètes. Côté lancer de poids, les espoirs reposent sur Ahmed Ben Mosler, médaillé d'argent à Tokyo. Pour l'instant, je me sens très bien préparé. Là, mon but ultime, c'est vraiment l'or. J'espère que je pourrai ramener une médaille d'or pour la Tunisie. Chez les femmes, Fathia Ameima compte aussi ramener une médaille dans le lancer de disque. Je suis toujours positive. Je fais partie des gens qui disent que tout est une question de volonté. Donc pour moi, c'est sûr qu'avec la volonté de réussir, j'y arriverai. Aux derniers Jeux paralympiques, la Tunisie avait terminé à la première place du classement des pays africains et arabes, avec un palmarès de 11 médailles. Allez, c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier ce soir de Touba à Ziguinchor en passant par Joal. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.